Bonsoir, bienvenue en terre vaudoise à Puy, plus précisément au sein du nouveau siège du groupe LK. Le groupe LK est une société informatique, la première société informatique indépendante de Suisse qui gère par exemple autant la billetterie de Paléo Festival que de la Champions League. Et c'est son CIO, le CIO de ce fleuron de l'économie suisse, Cédric Moret, qui nous reçoit pour cette première émission. Cédric Moret, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous, ici, dans ce magnifique écrin dont vous venez d'emménager, en fait, ici, dans ces lieux à Puy. Votre siège, le groupe LK, c'est une belle avancée pour l'entreprise. Oui, non, absolument. Pour nous, ça fait quelques semaines qu'on a rejoint ces locaux. C'était une opportunité pour nous de permettre aux collaborateurs de se retrouver dans les mêmes locaux. Pour certains, c'était une grande surprise de découvrir leurs collègues qui étaient réparpillés dans d'autres bureaux à Lausanne. Je pense que c'est un plaisir de travailler ensemble. Aujourd'hui, le groupe LK, c'est à peu près 2000 collaborateurs. Lorsque vous avez repris l'entreprise en 2015, vous étiez 600. Donc une magnifique progression en moins de 10 ans. C'est dû à quoi, Cédric Moret? Oh, c'est dû à beaucoup de travail, premièrement, et puis une volonté de développer un groupe IT indépendant en Suisse. On pense que la Suisse a un peu de retard dans la digitalisation, que c'est un tournant très important pour le pays. Et donc, on essaie de se positionner comme un acteur qui permet à l'économie suisse de prendre ce virage de manière efficace pour garantir la prospérité du pays et avoir des spécialistes et des experts d'IT à côté de chez soi, à proximité. On pense que c'est important pour l'économie suisse. Vous êtes ce qu'on peut appeler un entrepreneur engagé. Oui, on essaye. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens de construire quelque chose si ce n'est pas pour avoir un impact pour la communauté, avoir un impact pour les clients et pour les collaborateurs. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Replacer finalement la Suisse à sa place en termes numériques. On comprend bien, il y a beaucoup de retard, c'est ce qu'on entend de la part des spécialistes et vous nous le confirmez aujourd'hui. Cédric Moret, qu'est-ce qu'on a raté? Quel virage on a raté pour avoir du retard? Je ne sais pas si on a raté quelque chose, mais une analogie que je prends très souvent, c'est l'analogie de la situation du ferroviaire à la fin du 19e en Suisse. Certains pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre avaient démarré rapidement, avaient déjà de nombreux kilomètres de voies. En Suisse, on avait une petite ligne entre Zurich et Baden qui amenait des croissants à Zurich. On a réussi à rattraper le retard ensuite en une vingtaine d'années en allant à marche forcée, en ayant une collaboration assez forte entre le privé et la Confédération. Je pense qu'on est un peu dans la même situation dans le numérique. Je ne suis pas sûr qu'on a fait beaucoup de choses, mais peut-être de manière un peu désordonnée. Et on a besoin maintenant de suivre une ligne un peu plus précise pour pouvoir avancer plus vite. Donc il n'est pas trop tard? Absolument pas. On a une expertise en numérique absolument phénoménale dans ce pays. Notamment alimenté par les écoles fédérales, mais pas seulement, par aussi plein d'autres écoles qui sont en train d'éclore et de former des ingénieurs. Donc on a des gens de très très grande qualité. Il faut juste s'assurer que ces gens-là travaillent sur des projets qui permettent au pays d'avancer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal quand même quand, à vous entendre, on comprend bien, effectivement, on a des atouts incroyables, une place financière, économique, numérique, qui n'a rien à envier ailleurs. Et puis de l'autre côté, on a des PME qui constituent l'écrasante majorité de notre tissu économique, qui ne sont pas du tout prêts. Des attaques cyber, on ne connaît que la pointe de l'iceberg. Et vous êtes bien placé pour savoir que ça se compte en centaines et centaines de cas. Là aussi, on peut rattraper ce retard, il n'est pas trop tard vis-à-vis des CPME? Oui, et puis moi je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Dans le monde entier, on a un retard important dans ce qui est de la protection dans la cyber. Mais la Suisse, c'est une cible de choix, plus qu'ailleurs. Parce qu'on a un peu d'argent. Donc on a des sociétés qui sont riches et qui sont capables de payer. Et donc on est une cible de choix pour cette raison-là. Mais bien sûr, encore une fois, on a toutes les compétences dans le pays. Il suffit de structurer par exemple une offre PME à des coûts accessibles pour les PME. Ça leur permettrait de se protéger de manière plus efficace. Aujourd'hui, les grandes sociétés sont protégées parce qu'elles peuvent ou intégrer et internaliser des ressources de protection, ou elles peuvent payer des ressources de protection. C'est un peu plus compliqué pour des PME qui ne savent pas exactement ce qu'elles doivent faire et qui en plus n'ont pas forcément le budget. Ni toujours l'envie.
Ouais, enfin, je pense plutôt une question de méconnaissance. Mm. Et puis ensuite, effectivement, quand vous voyez le type de budget qu'il faut investir, enfin, il faut commencer maintenant à prévoir des budgets de cybersécurité, comme à l'époque on avait prévu des budgets d'assurance. Mm, mm. C'est une protection évidente si vous ne voulez pas vous retrouver complètement paralysé et risquer des conséquences assez graves pour votre société. Et il faut le dire clairement, là je parle à l'entrepreneur qui est en face de moi, on avait dans cette même émission Yvon Slatkin qui nous racontait son piratage. Il était vraiment, c'était dramatique comme Oui. il l'a vécu. Et Oui. Pour les entrepreneurs qui nous regardent, rappelez que c'est toujours un drame. Oui, non, j'ai eu l'occasion d'accompagner malheureusement souvent des CEO dans ces circonstances-là. Déjà, ça peut arriver à tout le monde. Même en prenant beaucoup de protection, on n'est jamais complètement à l'abri, ça il faut le savoir. Mais par contre, en se protégeant, on peut réduire l'ampleur du problème et du risque très fortement. Mais oui, c'est une fatigue morale assez forte, parce qu'on se sent assez seul. Les entrepreneurs se sentent très seuls dans ces moments-là. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. On vous demande des rançons, vous payez pas. Vous êtes face à des choix un peu éthiques de temps en temps. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous pouvez, entre guillemets, contre-attaquer. Sauf que légalement, vous n'avez pas le droit de contre-attaquer. C'est-à-dire Donc, contre-attaquer. si les gens qui sont venus voler chez vous ont laissé des traces et qu'elles vous permettent de les retrouver, vous faites justice vous-même ou vous appelez la police pour aller chercher? C'est le type de question que vous avez dans la cybersécurité. C'est la même problématique. Et donc, si on veut éviter le Far West numérique demain, il faut qu'on se structure et on se protège et qu'on ait des institutions qui soient capables de protéger les infrastructures critiques. Parce que le nerf de la guerre, au niveau des PME, mais aussi évidemment au niveau de l'État, c'est la protection des données. Absolument. Des données parfois très sensibles. Là, si je comprends bien, à vous entendre, le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Non, mais encore une fois, c'est comme, je sais pas, quand vous allez faire du ski, le risque zéro, il n'existe pas. Mais si vous êtes bien équipé, que vous portez un casque, que vous êtes entraîné, que vous savez skier, que la météo, vous avez vérifié la météo, vous réduisez votre risque de façon très forte. On est exactement dans la même situation. Et donc, on invite les sociétés à diminuer le risque fortement, mais vous pouvez quand même chuter. Sur l'aspect de la souveraineté numérique, ça c'est une thématique qui vous est chère. On comprend assez facilement et spontanément ce qu'on entend par une sécurité physique. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique, Cédric Morel? C'est simple, c'est que si demain vous vous retrouvez dans une situation similaire à l'Ukraine, la Suisse, vous n'avez pas envie d'appeler Elon Musk pour lui demander l'autorisation de diriger votre armée. Voilà, c'est ça dont on parle, pour parler crûment. Donc aujourd'hui, depuis des siècles, on a une bataille militaire de prédominance des pays. Ensuite, vous avez eu une bataille économique, notamment entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, cette bataille, elle se déplace dans le numérique. Avec une tendance assez différente, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus seulement des pays, mais c'est des acteurs privés qui prennent une position absolument dominante dans ces secteurs-là. Et donc, si en tant que citoyen ou qu'État, on veut garder la direction de notre destinée, il faut qu'on s'assure qu'on ait la main sur nos données et de manière à ce que d'autres ne décident pas pour nous. C'est ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Prenons un cas concret qui a fait polémique, c'est le choix de la Confédération de faire appel à des prestataires étrangers, américains en particulier, pour tout ce qui est cloud. Et là, les acteurs suisses ont été vent debout pour dire, mais en fait, ce n'est pas possible. Sur la question de la souveraineté numérique, justement, et ce que répond la Confédération, c'est de dire, mais en fait, il n'y a pas de prestataire en Suisse qui est capable de répondre au cahier des charges. C'est à la fois vrai, à la fois faux. C'est un peu plus compliqué que ça. Non, dans ce type de prestations, on a des endroits où ce n'est pas un problème d'avoir nos données sur des grands acteurs internationaux, parce que ce n'est pas des données très sensibles. Et on a besoin d'acteurs globaux, forts, qui pourraient être en Suisse, mais il se fait qu'ils ne sont pas en Suisse aujourd'hui. Et parce qu'ils peuvent scaler, ils ont de l'efficacité, ça coûte un peu moins cher, ça a du sens, ils nous amènent pas mal de sécurité. Dans d'autres domaines, des données très sensibles, c'est clair que ces données-là, vous ne voulez pas les mettre aux mains d'acteurs qui sont dirigés aux États-Unis, en Europe, ailleurs.
Donc je pense que la clé là, c'est de segmenter qu'est-ce qui peut être servi par des acteurs internationaux et qu'est-ce qui devrait plutôt être servi par des acteurs suisses. En fonction de la sensibilité des données en Exactement. question. Ouais. Donc vous voyez, c'est pas un blanc et noir, quoi. Et je pense que cette pesée d'intérêt, la Confédération est en train de le faire aujourd'hui. Par contre, effectivement, je pense que l'industrie suisse s'attend à ce qu'elle soit bien faite et qu'on soit attentif à cette problématique-là. Cédric Moret, vous êtes dans un secteur qui va très très vite. Il y a quelques années, pas si longtemps que ça, quelques années en arrière, on parlait beaucoup de la blockchain. Aujourd'hui, évidemment, le mot ou les mots qui sont sur la bouche de tout à chacun, c'est l'intelligence artificielle. Vous, le spécialiste, comment vous voyez arriver cette technologie vis-à-vis du commun des mortels? Est-ce que c'est cette révolution dont on parle ou pas forcément? Elle est déjà là, hein, honnêtement. C'est-à-dire qu'elle est déjà largement utilisée. On ne s'en rendait peut-être pas forcément compte. Je pense que ça fait en tout cas une bonne dizaine d'années que l'intelligence artificielle est déjà intégrée dans certains de nos systèmes. Je pense que c'est un apport pour la société qui va être très important, mais que comme toute nouvelle technologie, il faut la maîtriser. L'apport important, c'est évident, quoi. Les domaines les plus évidents, c'est la santé, par exemple. On sait qu'il y a des études récentes, par exemple, au Danemark, qui ont montré qu'en utilisant l'intelligence artificielle, vous améliorez très, très fortement l'identification de cancer du sein, à un stade très précoce. Quand on sait qu'il y a une femme sur 10 qui peut faire face à un cancer du sein, c'est quand même intéressant de pouvoir diagnostiquer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est dans l'environnement. Aujourd'hui, on a déjà des éléments qui nous permettent de prévenir les catastrophes naturelles bien plus efficacement que ce qu'on faisait à l'époque. On est dans une société en Europe qui est très vieillissante. Demain, l'intelligence artificielle va nous permettre de faire un certain nombre d'activités de manière plus productive, pas en remplaçant des emplois, mais en les améliorant, en les enrichissant, ce qui va nous permettre de faire face au manque de talent cruel dont on parle. Donc je pense que c'est des perspectives qui sont intéressantes. Par contre, la clé, c'est comment on maîtrise ces technologies, parce qu'elles amènent quand même pas mal de risques. Et ça, c'est un élément très important. Alors justement, ces risques qui sont d'ordre géopolitique aussi, Oui. Pour revenir à la question de la souveraineté numérique, on le voit, cette guerre, on peut appeler ça comme ça, entre d'un côté les États-Unis et la Chine, par exemple. Quel est l'enjeu pour un pays comme la Suisse là-dedans? C'est de pouvoir toujours avoir accès à une technologie. Donc c'est que, par exemple, développer nous-mêmes des technologies qu'on appelle open source qui permettent l'accès à tout un chacun et puis en toute transparence, de manière à ce qu'on maîtrise toujours ces technologies et qu'on ne soit pas dépendant d'un autre acteur. Il y a un enjeu, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu économique, parce que ça va générer beaucoup de valeur économique. On est un pays prospère. Si on veut rester dans la prospérité, il est évident qu'il faut qu'on ait une part de ce gâteau-là. Et la question, c'est est-ce qu'on aura droit à une part de ce gâteau-là si on n'a pas la propriété intellectuelle des développements de ce secteur-là? C'est une grande question. Et donc, je pense que là, qu'il faut qu'on fasse attention. Il y a un enjeu humain de démocratie, parce qu'il faut s'assurer que l'accès aux données nous permet de vérifier que ce qu'on nous raconte est vraiment vrai et que ce n'est pas du fake. Et ça, c'est des éléments qui sont critiques pour un pays comme le nôtre. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme garde-fou dans ces cas-là? On peut faire pas mal de choses. Je pense qu'un certain nombre des activités qu'on peut faire, c'est encourager déjà l'industrie technologique dans le pays pour s'assurer que nos experts sont ici, à proximité, qu'on y a accès et qu'ils ne s'exilent pas tous dans d'autres pays. Ça, c'est une première chose. Donc, créer des sortes de clusters technologiques dans le pays pour s'assurer qu'on garde cette expertise-là. On peut avoir une action au niveau international, dans des organisations internationales, pour promouvoir des réglementations efficaces. Vous savez, quand le nucléaire est arrivé, on a créé l'Agence internationale du nucléaire. Ça a quand même bien aidé à éviter qu'on ait de gros problèmes avec une technologie qui aurait pu créer d'énormes problèmes. On pourrait imaginer quelque chose de très similaire dans l'intelligence artificielle. Parce que je pense au niveau d'un État seul, ça va être compliqué de légiférer. Si vous légiférez en Suisse, mais que vous ne légiférez pas à l'étranger, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous sentez que les responsables politiques en Suisse sont aujourd'hui conscients de ces enjeux-là? Oui, je pense qu'ils en sont conscients. Maintenant, on évolue toujours au rythme helvétique. Un peu comme les chemins de fer. Et comme les chemins de fer.
Mais cela étant dit, vous voyez, dans le cas des chemins de fer, on a récupéré notre retard rapidement. Mhm. Je pense qu'on peut faire exactement la même chose. On a des institutions qui sont quand même phénoménales, qui ont montré leur efficacité dans le passé. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de faire la même chose ici. Cédric Moret, 2015, le rachat de LK, Oui. 500, 600 employés à ce moment-là, 2000 aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas frustrant en tant qu'entrepreneur d'avoir un tel fleuron, un tel joyau de l'économie suisse et de ne pas être connu du grand public finalement? Non, parce que notre ambition, c'est pas d'être connu du grand public. On n'est pas un produit de grande consommation qui doit être connu de tout le monde. L'important, c'est que les clients qui ont besoin de nos services nous connaissent et qu'on puisse construire notre réputation, notre qualité de service parmi ces clients-là. C'est ce qu'on essaye de faire humblement. C'est du travail de tous les jours. Et dans ce métier comme dans d'autres, c'est la qualité qui compte, et c'est ce qu'on essaye de faire, et d'amener ce petite touche helvétique de qualité qui est aussi importante dans la technologie. Avant LK, vous étiez dans des grandes structures, des multinationales, des cabinets d'audit, comme membre de la direction. Vous êtes un peu dans le profil de ces cadres supérieurs de grandes multinationales qui, arrivés à un moment de leur carrière, vont se lancer dans l'entrepreneuriat, souvent avec succès d'ailleurs. Pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là, qui nous regardent, quels conseils vous pourriez leur donner? De se lancer. On revient toujours à la même chose. Sans trop attendre. Ah, sans trop attendre. Okay. Ouais, je pense que si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait plus tôt. Qu'est-ce qui vous a retenu? La passion de ce que je faisais avant. J'avais la chance de conseiller des patrons de multinationales qui avaient des problématiques très compliquées. Donc j'ai passé, je sais pas, une quinzaine d'années à conseiller des grands groupes internationaux et la direction de grands groupes internationaux. C'était intellectuellement stimulant. Donc on s'endort peut-être un peu dans ce genre d'emploi. Donc il a fallu vraiment que je me pousse pour répondre à mon désir d'entrepreneuriat qui était présent depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à sortir de sa zone de confort? C'est des événements de vie, c'est des prises de conscience que le temps passe et que si on veut faire les choses, il faut justement sortir de sa zone de confort. Je crois qu'il y a un temps pour tout le monde et puis aussi des opportunités. En l'occurrence, moi, ça faisait quelques années maintenant que je cherchais, j'avais eu 2-3 possibilités qui ne s'étaient pas réalisées. Et quand la porte s'entrouvre et que vous vous rendez compte qu'il y a une opportunité, je pense qu'il faut se lancer, il faut plonger. L'entrepreneuriat, c'est une expérience fantastique, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de risques, pas mal de soucis, mais c'est une satisfaction phénoménale de satisfaire des clients, de voir des collaborateurs contents, de construire simplement. Cédric Moret, sur les presque 10 ans à la tête d'LK, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment si c'était à refaire aujourd'hui? En fait, il y a toujours plein de choses qu'on peut refaire différemment, mais je crois que j'essaie pas trop de me tourner sur le passé et plutôt de me concentrer sur le futur et de constater l'état de la société et les opportunités qui sont très très nombreuses face à nous et de piloter le bateau pour permettre à mes collaborateurs de rêver et de réaliser des challenges qu'ils ne pensaient pas possibles hier. Aujourd'hui, on est sur des projets, de l'accompagnement de sociétés phénoménaux et voilà, j'essaie de faire en sorte que ça continue. Et quelle est selon vous la plus grande qualité que doit avoir un entrepreneur, une entrepreneur, quel que soit le secteur d'ailleurs dans lequel il évolue? S'il devait y avoir une qualité. Je pense qu'il devait y en avoir qu'une seule, c'est probablement la résilience. La résilience, ouais. Je pense que c'est beaucoup de problèmes à régler tous les jours ou de décisions à prendre tous les jours. Et il faut les prendre et avancer et continuer à pousser. Et il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Quand même. Ouais. Non, mais je pense que ce qui nous récompense beaucoup, c'est les clients qui vous disent merci. Enfin, ça fait plaisir d'accompagner des clients dans leur transformation digitale et de voir que ça leur sert et que ça les aide à avoir du succès dans leur business. C'est des collaborateurs que vous voyez
se développer de manière phénoménale, parce que vous leur donnez des opportunités de croissance, de développement personnel. Ça récompense tous les efforts que vous pouvez faire. Et vous êtes aussi la preuve, Cédric Moret. Alors peut-être que je me trompe, mais vous n'êtes pas issu, vous n'êtes pas un profil tech. Non. Pour un patron d'une boîte tech aussi importante que LK. Comme quoi, on peut passer par HEC, c'est ça? Absolument. Et puis finir à la tête d'un des leaders du domaine informatique. Oui, je pense, parce que, enfin, il y a une anecdote assez intéressante. Quand j'ai acheté la société, mon prédécesseur avait été 27 ans CEO de la société, donc il a construit une très très belle société. Et à l'époque, je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas ingénieur, est-ce que vraiment je vais m'en sortir? Et là, sa réponse a été, Monsieur Moret, on a 600 ingénieurs dans cette société, on en a assez, on a besoin d'autres compétences. Surtout pas d'ingénieurs, en fait. Exactement. Et je pense que c'est vrai que maintenant, ce qui est assez important, c'est de construire des ponts entre la compréhension de ce que les clients ont besoin et la technologie, et comment la technologie peut aider les clients aujourd'hui. Et cette construction et cette compréhension des demandes, elle est vraiment pas évidente. Et que je pense que construire des profils qui ont cette capacité-là, c'est vraiment important pour justement faire avancer les sociétés. Sur l'ensemble de votre carrière, vous l'avez dit, vous avez collaboré de manière très proche avec des entrepreneurs, des patrons de multinationales. Vous avez vous-même racheté la société LK. Vous êtes dans une stratégie d'acquisition aussi, avec de nombreuses sociétés à reprendre, que vous avez repris d'ailleurs. Et on est aujourd'hui au niveau économique dans un momentum assez particulier où il y a potentiellement des dizaines de milliers de PME à remettre liés au changement de génération. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est l'offre d'une vie qu'ils ont construit, leur PME, et puis ce qui est souvent le cas, les enfants ne veulent pas forcément reprendre et ils doivent mettre leur entreprise sur le marché. Quels conseils vous auriez à leur donner dans le cas d'une vente de société? Je les encouragerais, je crois que beaucoup le font, de se rapprocher de la jeune génération. Il y a dans tous les métiers des jeunes passionnés qui ont plein de promesses. Il faut leur faire confiance. Et je vois autour de moi plein de belles histoires d'entrepreneurs qui ont trouvé un repreneur ou parmi leur société, dans le cadre de leur société, ou de jeunes qui ont envie de se lancer. Et quand vous êtes capable de faire la part des choses et de donner des conditions à ces jeunes qui leur permettent de reprendre, parce que c'est souvent ça la problématique, et de les accompagner un peu les premières années, en termes financiers notamment. En termes financiers, oui. Absolument. Ça peut vous permettre de remettre votre bébé, si je peux dire les choses, et de lui donner un futur, et aussi de donner un futur à vos collaborateurs, ce qui est vraiment très important. Il y a eu, dans le cas d'Elka, ce moment où vous avez travaillé à deux, finalement, avec l'ancien CEO. Dans le cas d'Elka, ça s'est passé. Je pense que le CEO m'a donné la possibilité de reprendre la société à des conditions plus favorables qu'il aurait pu obtenir, enfin moins favorables qu'il aurait pu obtenir avec des acteurs, par exemple, étrangers, qui auraient voulu reprendre la société. Seulement, c'était important pour lui que cette société reste indépendante, soit une société de conseil indépendante pour nos clients. Donc, il a fait les efforts pour me permettre de reprendre. Et je pense que dans son esprit, c'était aussi l'esprit d'assurer la continuation pour les employés qui avaient été fidèles à cette société pendant de nombreuses années et de leur donner un futur. Donc oui, absolument, on a fait ça, et on a fait ça dans le cadre de reprise d'autres sociétés où des patrons sont encore avec nous aujourd'hui dans l'accompagnement de la reprise de leur société pour s'assurer que ça se fasse dans les meilleures situations possibles. Cédric Moret, entre nous, à vous entendre, c'est très clair, vous n'êtes pas prêt à lâcher le bébé? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Non, l'idée, c'est vraiment de construire une société suisse d'IT forte, indépendante, qui puisse servir à la communauté au sens large, c'est-à-dire évidemment à l'économie, on a besoin de gagner notre vie, mais aussi plus large. On fait souvent des projets, vous voyez, on a fait des projets par exemple dans le cadre on a aidé une grande organisation internationale à rapprocher les gens dans des situations de guerre. Les familles sont souvent décimées. Donc on a par exemple monté des programmes de bases de données qui permettent de regrouper les familles après la guerre. Ça fait plaisir de travailler dans des projets comme ça, parce que vous faites de la tech, mais vous faites de la tech qui est utile. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Avec un vrai rôle social, ça Absolument. se ressent dans votre Ouais. travail. Merci beaucoup Cédric Moret pour votre accueil ici et ces quelques minutes consacrées pour cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on reste toujours ici à Puy, au siège du groupe LK, pour recevoir notre prochain invité, le jeune start-upper Victor Bourré. Il est à la tête de la société Technis et il vient de rejoindre également le conseil d'administration du journal Le Temps. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne suite de programme. Ciao.